Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch. Flo, c'est le premier Swish Brunch des playoffs. Les playoffs vont enfin commencer. Parce que là, on est dimanche matin, ça commence ce soir. L'excitation est à son comble. Alors, c'est pas comme en NBA où la saison régulière paraît très très longue et où on s'ennuie ferme globalement au bout d'un moment. Là, c'est toujours. Les saisons régulières WNBA sont quand même plus intenses. Mais les playoffs, ça reste quand même un animal différent, comme ils disent là-bas. Et ça commence donc ce soir avec les quatre affiches du premier tour. On en parlera un petit peu après, mais avant il y avait une fin de saison, une dernière journée. Vous l'avez un peu préfacé jeudi dans le live Twitch avec Gis. Je voulais qu'on revienne un peu sur les records établis sur cette fin de saison, les records qui ont été entérinés sur cette saison qui est quand même exceptionnelle. Certes, il y a 40 matchs maintenant par saison, donc forcément il faut nuancer parfois. Malgré ça, c'est quand même une saison incroyable en termes d'accomplissement de la part de certaines joueuses. Ouais. Lequel des records t'impressionne le plus? Parce que si on peut les reciter comme ça, il y a le record de points sur une saison pour Aja Wilson, qui est la première à atteindre les 1000 points. Elle a aussi, Aja, la plus grosse moyenne de points sur une saison. Elle a dépassé Diana Taurasi. Il y a le record de rebond aussi sur une saison qui a été battu, toujours par Aja Wilson si je dis pas de bêtises après avoir dépassé Angel Reese. Le record de passes décisives sur une saison par Caitlin Clark. Voilà, lequel de ces records tu trouves le plus impressionnant? Bah, déjà, je mets un peu de côté, non pas qu'ils sont pas impressionnants, mais je tempère un petit peu les totaux parce que fatalement, comme on a ajouté 4 matchs sur la saison depuis 2 saisons et qu'on joue maintenant sur 40 matchs, alors qu'avant c'était 36 et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 34. Les records totaux, bah, c'est presque normal au bout Ouais. d'un moment de les battre. Donc ceux-là, même si j'applaudis et que fatalement tu es dans les bouquins, mais non, moi c'est surtout oui, les moyennes. Je vais dire la moyenne, la moyenne au rebond m'impressionne énormément parce que c'est une rookie qui le bat. Ouais. Donc ça c'est quand même assez fou. Et, euh, et donc celui-là m'impressionne pas mal, presque plus que les rebonds au toto parce que donc Angel Reese le bat avec une moyenne de 13 rebonds par match. Mhm. Mais j'ai même pas regardé, mais je pense que c'est surtout qu'elle explose le record en rebond offensif. Ah ouais, ça c'est sûr. Je l'ai pas sous les yeux non plus, mais Je vais vite le rechecker parce que quand même, celui-là pour le coup, il est vraiment les, violent. les- les mauvaises langues diront que c'est parce qu'elle rate ses propres tirs la moitié du Ouais, temps et mais bon, qu'elle les récupère derrière. Mais même quand on rate ses propres habituellement, tirs, ouais, habituellement quand on rate ses tirs, l'adversaire récupère le ballon et donc voilà. c'est ça. Mais Non, mais t'as attends. raison, c'est extrêmement impressionnant. Enfin, Alors, qu'elle soit arrivée direct en tant que rookie à prendre autant de rebonds par match, c'est elle est énorme. en rebond offensif. Apparemment, elle est à égalité ou peut-être juste derrière, parce qu'il y a peut-être une question d'arrondi. Faudrait que je revérifie les trucs exacts. Elle est à égalité avec Yolanda Griffiths Ok. en 2001. Donc, bon, quand tu fais ça en tant que rookie, c'est quand même pas mal. Et dans le top, on a aussi, du coup, de toute façon, les trois autres places sur le top 4, c'est Yolanda Griffiths qui dépasse les 4. Ouais. Enfin, ouais, non, c'est juste complètement Et impressionnant. Yolanda Griffiths, voilà, membre du Hall of Fame, très grande joueuse, peut-être pas la plus connue du grand public, mais Non, ça montre quand même que c'est pas rien, quoi, beaucoup ce qu'elle fait. trop, beaucoup trop peu connu d'ailleurs. Bien sûr. Qu'on avait dû mettre, je pense, quatrième all-time pivot de la ligue quand on avait fait cette top-là il y a 2 ans, je pense. Absolument. Mais donc voilà, moi celui-là m'impressionne. Et sinon, ben, la moyenne de points de déjà Wilson, Ouais. parce que là, en plus, pour le coup, c'est. Tu vois, il y a beaucoup de records qui sont battus régulièrement parce que le niveau de la ligue n'arrête pas d'augmenter. Tu Mhm. vois, on le dit souvent. Par exemple, les records à la passe, on a eu Sloot qui a battu des records récemment. Enfin, tu vois, on voit qu'il y a un Ouais. niveau global de toute la ligue qui augmente. Mais le record de points, il tenait depuis 2006, quoi. Il tenait depuis 2006 avec une Diana Taurasi très jeune encore, en troisième saison. Et en 2006, Diana Taurasi avait mis plus de 25 points par match. Mhm. Et, euh, et là, Elijah Wilson est quasi à 27. Donc en plus, le record, il n'est pas battu d'un poil, il a explosé quoi. Donc celui-là impressionne beaucoup parce que ok, elle a été toute seule à certains, enfin un peu plus esselée à certains moments de la saison, mais encore faut-il les mettre. Surtout que Diana Taurasi avait quand même du 3 points dans son package, alors que Elijah Wilson, ben, même si elle commence à en mettre un tout petit peu, c'est pas du tout son registre. Ouais.
Moi, alors du coup, c'est pas un record, mais la moyenne de passes de Caitlin Clark m'impressionne quand même. Parce que donc elle bat le record de passes sur une saison, ça, on l'a dit, mais en se repenchant sur les meilleures saisons à la passe, on s'est quand même aperçu que les marques de Courtney Vandersloot sont assez dingues. C'est-à-dire elle a 7 des 8, 6, pardon, 6 des 7 meilleures moyennes de passes sur une saison all-time, dont une saison à quasiment 10 à 9,95. Et Caitlin Clark, comme rookie, donc là, le nombre de matchs n'importe pas, hein, on est d'accord, c'est une moyenne. 8,43, elle a la cinquième meilleure marque de tous les temps. Et quand tu vois toutes les autres joueuses de la liste, il y a du Tisha Penicheiro, Alyssa Thomas. Là, je descends jusqu'au top 20, mais c'est que des Sue Bird, Chelsea Gray. Et c'était pas lors de leur saison rookie. Donc c'est pour ça que je trouve qu'à 8,43 passes par match, qu'est-ce qu'elle va être capable de faire en saison 2, 3, 4 je trouve ça quand même impressionnant. Et ça permet aussi de rappeler. Courtney Vandersloot est un peu noyée médiatiquement dans la super team de New York. Ça permet de rappeler que c'est quand même une meneuse exceptionnelle et all-time, je trouve. Ouais, et ça permet de rappeler aussi que Caitlin Clark n'est pas qu'une shooteuse. Ah bah, Loin de là. c'est ça, c'est Loin de l'image, là. c'est l'étiquette avec laquelle elle est arrivée parce que on l'a vu shooter d'une distance qu'on avait sans doute jamais vue, surtout pour une joueuse de cet âge-là. Donc il y a ça dans sa panoplie. Mais le playmaking, la vision de jeu, la qualité de passe, c'est ce qui fait que ça va être une joueuse transcendante, hein, de toute façon. C'est ça. Mhm. Et c'est ce qui la rend si dangereuse, de la même manière que c'est ce qui rendait, ce qui rend toujours d'ailleurs Steph Curry si dangereux aussi en NBA. Ce ne sont pas que des shooters, quoi. Parce que Absolument. sinon, voilà. C'est ça. Il y a un autre record qu'on avait presque oublié, enfin qui est passé inaperçu, on se l'est dit tous les deux en discutant avant le brunch. C'est le nombre de rebonds en carrière. Le record a été battu par Tina Charles, l'inoxydable Tina Charles, qui a fait son retour cette année avec Atlanta et qui a dépassé du coup la marque de Sylvia Fowles. Et c'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, alors qu'à l'époque, quand Sylvia avait battu le record de rebond, alors il y avait l'histoire, elle avait dépassé sa coéquipière Rebecca Bronson, mais là c'est vrai que c'est un peu passé inaperçu le record de rebond de Tina Charles et c'est un peu dommage parce que c'est quand même pas anodin. C'est une joueuse qui a pas annoncé sa retraite pour la fin de la saison, qui va jouer les playoffs, qui potentiellement va encore faire augmenter cette marque. Je trouve que voilà, mérite que Tina Charles mérite qu'on parle d'elle déjà autrement que comme l'une des toutes meilleures joueuses à n'avoir jamais remporté de bague. On peut dire maintenant que c'est la meilleure rebondeuse all-time en WNBA. Ah oui, non, c'est complètement passé inaperçu. Moi, j'ai juste vu passer Mm. un tweet et je me suis dit, ah ouais, purée. Mm. À mon avis, parce que c'est arrivé lors du dernier match de la saison, Ouais, il y avait d'autres enjeux. C'est vrai que quand Sylvia Falls l'avait passé, c'était arrivé en milieu de saison. Ça avait été un peu anticipé. Du coup, comme c'était deux joueuses affiliées à Minnesota, les Lynx avaient fait venir Rebecca Bronson. Donc, je sais plus si c'était en cours de match ou après le match. Il y avait eu un peu la passation de ouais. pouvoir. Rebecca Bronson qui avait remis le ballon. Il y avait eu des photos. Il y avait eu un petit truc autour de ça. Et là, en fait, non, moi, si j'avais pas vu passer ce tweet-là, j'aurais pas fait attention parce qu'en plus, le match d'Atlanta, pas spécialement celui que j'ai le plus regardé Mm. dans les derniers matchs de la saison. Donc, mais c'est quand même pas rien non plus de passer. Bon, on savait que Tina Charles c'était une des grosses rebondeuses. D'ailleurs, quand on regarde les saisons de rookie au rebond, entre autres, quand on regardait pour Angel Reese, le nom de Tina Charles, il arrive quand même régulièrement parce que la saison rookie de Tina Charles, c'était quand même pas rien. Mais, euh, mais voilà, et comme tu dis, en plus, Tina Charles, elle est pas si vieille que ça, donc elle va encore Mais faire oui. monter ce record-là à des très belles hauteurs. Ouais. Même si, attention, si Angel continue sur ce rythme-là et qu'elle a la chance d'avoir une carrière longue et épargnée par les blessures, elle est partie sur un rythme assez sérieux quand même. C'est clair. On peut peut-être, on parlait d'Atlanta, on peut peut-être commencer notre petit tour d'horizon des séries de playoffs par la série qui implique Atlanta, si tu veux. Oui. C'est pas celle où il semble devoir y avoir le plus de suspense entre le New York Liberty, tête de série numéro un, et l'Atlanta Dream qui a arraché, on va dire, subtilisé la huitième place en fin de saison régulière, notamment à tes Washington Mystics. D'ailleurs, je t'ai pas demandé comment tu te sentais par rapport à ça, on n'a pas discuté depuis. T'es plutôt content voilà, de te retrouver dans la loterie ou un peu déçu de ne pas voir cette équipe au premier tour? Bon, je sais pas trop. Comme j'avais dit la dernière fois, de toute façon, moi je me sentais un peu à la fois gagnant et à la fois moitié perdant quoi Ouais, qu'il arrive. À partir du moment où Chicago faisait pas les playoffs, de toute façon, on n'avait plus qu'un seul pic en c'est vrai. loterie et c'était le nôtre ou celui d'Atlanta qu'on a aussi parce qu'on l'a eu via trade et je pense qu'on l'avait avec les mêmes probabilités en plus. Donc
ça changeait pas grand-chose. J'ai pas encore été regarder les probabilités à la loterie, donc je sais même pas à Ouais. quel stade on se situe. Donc non, pour le moment, concentré sur les playoffs. J'ai juste vu que Julie Van Loo avait dit qu'elle voulait continuer l'expérience en WNBA, Très bien. Ça nous va très bien, ça. donc voilà, très bien. On va continuer à bosser et puis on va voir ce que réserve la saison suivante. Mais Très bien. et pour Atlanta, du Ouais. coup, je pense qu'Atlanta sauve un peu sa saison, même si c'était pas de leur faute. Il y a eu pas mal de Mm. blessures et tout ça, mais je pense que ça aurait été quand même un peu difficile pour ce projet-là qui était. Enfin, tu vois, ils avaient réussi à être cinquième l'année passée. Tu sentais que le projet allait bien avec un groupe assez jeune. Là, il y a eu l'intégration de Tina Charles qui était vraiment parfaite, qui s'est vraiment mis, qui a été la meilleure joueuse, mais sans non plus manger la balle comme elle a pu le faire un peu par le Mhm. passé, et sans non plus être dans une attitude du coup de ring chase, vu que là, vraiment, c'est un projet où il y a encore plein de choses à construire. Donc voilà, je pense que c'est bien pour Atlanta de pouvoir quand même faire un tour de playoff, que certaines joueuses comme Ryan Howard, par exemple, reprennent encore un peu plus d'expérience. Et puis bon, après, bah, malheureusement, tu tombes face à New York. Ce que j'attends de cette série, c'est j'attends de New York qu'il soit sérieux, Ouais. dans le sens où l'objectif de New York, c'est le titre, sinon rien. Tu as perdu, t'as été en finale l'année passée, t'as perdu, et là cette année-ci, tu joues selon moi encore mieux, t'as encore plus dominé la saison que la saison dernière. Euh, Tu dois pas te faire peur au premier tour, quoi. Tu dois assurer le truc. Normalement, il y a 10 classes d'écart entre les deux équipes. Ça doit être un 2-0 bien sec, sans bavure, et tu dois pas laisser le doute s'installer. En face, je pense qu'Atlanta a réussi sa saison. Il y a une forme de soulagement. Elles vont jouer décomplexées, alors il faut toujours faire attention. Mhm. Mais en toute logique, moi, j'attends un New York qui montre qui respecte son statut, quoi. Ouais, c'est ça. La question, c'est est-ce que Atlanta va pouvoir rendre la série intéressante? Est-ce qu'Atlanta va pouvoir prendre un match? Alors, le dernier match de la saison régulière, c'est une victoire d'Atlanta à New York. Bon, c'était un Liberty en roue libre qui avait déjà assuré tout ce qu'il fallait. Et Ouais, Atlanta qui les devait temps de gagner. jeu, tout le monde est à 20 minutes. Voilà. Enfin, tu vois que c'est. Ouais, ouais. Donc, c'est la question, c'est est-ce que Atlanta peut prendre un match? Je vais pas aller jusqu'à dire peut créer la surprise. Ce serait un séisme qu'Atlanta batte New York au premier tour. Mais prendre un match, déjà, j'ai du mal à entrevoir de quelle manière ça peut se passer, Mm. à part si New York retombe dans des travers qu'on n'a pas trop vus cette saison, c'est-à-dire les soucis qu'il y avait au niveau de la rotation où Sandy Brandello l'an dernier s'entêtait un peu à mettre des line-up qui fonctionnaient pas. Là, cette année, ça a été la grande force de New York, c'est de pouvoir c'est de s'adapter, de changer un peu les choses, d'intégrer quelques joueuses qui ont fait beaucoup de bien. J'ai du mal à avoir de l'espoir pour Atlanta, même si individuellement sur le papier, il y a une bonne équipe. C'est d'ailleurs anormal que cette équipe soit huitième, hein, mais avec Ryan Howard, on n'est pas à l'abri d'un gros match de Ryan Howard. Alicia Gray va essayer de défendre, j'imagine, sur Sabrina Ionescu pour la limiter un peu. Il y a des choses, mais tu vois un motif d'espoir pour prendre un match pour le Dream déjà? Même, le problème, c'est que le seul scénario où je vois où le Dream peut prendre un match, et c'est le cas d'un peu toujours, c'est le match irrationnel avec une adresse Mhm. indécente, tu vois. C'est le match où tu mets 50% à 3 points, tu mets 60% de tes tirs. Ouais. Et là, ben, la plupart du temps, ça peut passer. Et c'est possible avec des shooteuses comme Ryan Howard, Alicia Gray, voire même Tina Charles qui peut noircir la feuille. Mais déjà, Atlanta a pas eu un si bon pourcentage, une si bonne réussite cette saison-ci, Ouais. alors que normalement, c'est plutôt une équipe de shooteuses. Et en plus, s'il y a bien enfin, commencer à rentrer dans un jeu rapide de run où ça shoot à tout va, limite t'as la pire équipe en face de toi avec New York pour faire ça. Donc j'ai vraiment du mal à voir un scénario où ça peut se passer. Et en plus, je pense que Brenna Stewart va être un énorme problème parce que je vois pas qui Qui va peut défendre? faire quoi que Ouais. ce soit face à elle du côté d'Atlanta. C'est- Donc c'est- j'ai pas grand motif d'espoir. Après, on sait jamais, c'est du sport, un match ça se joue, mais franchement là, ouais, sur le papier, j'ai vraiment du mal à voir où ça pourrait se situer, quoi. Arrêter Brianna Stewart, c'est déjà une question qui est compliquée pour n'importe qui en temps normal. Là, c'est vrai qu'Atlanta, je suis pas sûr qu'Atlanta ait les armes. Alors peut-être sur le papier, ils vont mettre un peu de taille devant elle, mais ça me semble compliqué. Même si Brianna Stewart n'est pas dans un grand jour ou sur une grande série, Sabrina Ionescu fait une super saison. Jonquel Jones aussi, elle va poser des problèmes à Atlanta à l'intérieur. Ça va être compliqué. Plus, New York a vraiment beaucoup d'armes. J'étais en train de regarder, tu vois, on a
finalement assez peu parlé d'elle cette année, mais Léonie Fibiche qui fait sa saison, la rookie. Ah, mais il y a un vrai banc en plus à New York. Hein. C'est, Il y a un vrai beau banc. Hein. Léonie Fibiche, Kayla Thornton, ouais. Niara Sabali. Enfin, ouais, non, tu Ouais. peux faire une rotation à 8 très très sérieuse en fait. Et tu sais que Fibiche fait c'est le troisième meilleur pourcentage à 3 points de tous les temps pour une rookie. Elle fait une saison très Ouais, très propre en sortie de banc. bah, T'as raison, il y a un banc qui avait peut-être pas, enfin ou en tout cas une capacité à utiliser le banc de manière optimale qu'il n'y avait pas avant en fait. ouais, ouais, c'est clair. Donc bon, petit pronostic. Oh, Bon, moi je dis 2-0. oui, je vais dire 2-0 aussi sans faire injure au Dream. On sera agréablement surpris si le Dream arrive à prendre le match à Atlanta. Et, euh, même si on n'y croit pas trop. Mais voilà, en tout cas, le premier match, j'aurais dû me mettre les horaires sous les Mais, yeux. tous les matchs sont ce soir. C'est celui qui est Après à les 19, c'est celui qui est à 19h, celui-là. C'est ça, c'est le premier. 19h, c'est ça, Ouais. ouais. 19h 19h heure Atlanta française. New York Voilà, sur ESPN absolument. ou le League Pass évidemment. Absolument. Deuxième série, de laquelle tu veux parler, Flo? Est-ce qu'on se hasarde sur l'équipe on prend l'ordre du. On peut faire l'ordre Ouais. chronologique, hein, vu qu'on a commencé par la première. La suivante, du coup, est à 21h, Mhm. toujours les heures européennes, du Ouais. coup. Là, c'est sur ABC, du coup. Et c'est Indiana, Connecticut. Grosse opposition de style entre une équipe d'Indiana plutôt offensive, Ouais. en tout cas surtout en fin de saison. Enfin, non, elles ont toujours été offensives parce que de toute façon elles défendent pas un caillou. Mais en plus sur la fin de saison, elles avaient vraiment une attaque qui roulait du feu de Dieu. Et en face, Connecticut avec plutôt une identité défensive, mais en plus une attaque qui allait quand même mieux. Enfin, en tout cas avec Oui. plus d'alternance avec Marina Mabrey en fin de saison, quoi. Donc ouais, Je suis c'est très curieux de cette série parce que sur le papier, je vois pas comment il y a un tel déficit d'expérience, je trouve. C'est ce que je voyais ce que je voyais hier, c'est-à-dire que quand tu prends Alyssa Thomas, Dewana Bonner, Brianna Jones, à L3, elles ont genre 152 matchs de playoff ensemble, alors que en face, bah, les meilleures joueuses ont zéro match de playoff en carrière, pour ainsi dire. Je prends Caitlin Clark, elle y à Boston, Kelsey Mitchell, elles n'ont pas d'expérience en playoff. Les seuls qui ont joué des matchs, c'est des role-players. Je suis retombé sur une petite infographie qu'a sorti Ouais. le compte de la WNBA où il mettait le nombre de matchs de playoff joués par Mhm. roster Ouais. de toutes les équipes de Mhm. playoff. Et donc Connecticut est l'équipe qui a la deuxième plus grosse expérience de la ligue avec 222 matchs de playoff cumulés sur toutes les joueuses du roster. Et le Fever est évidemment le dernier avec seulement 19 matchs de playoff cumulés sur Ouais. l'ensemble du roster, quoi. C'est ça, et c'est pas les joueuses majeures en plus qui ont Et de c'est pas les l'expérience. joueuses majeures, J'avais regardé, exactement. t'as Temi Fagbenley, Erika Wheeler en a peut-être joué Erika quelques-uns, Wheeler, mais il y a longtemps en plus. c'est ça. Damiris Dantas, c'est peut-être celle qu'elle plus, je crois, parce qu'elle a 8 ou 9 Ah matchs. ouais, sans doute. Mais de toute façon, elle est blessée, elle Ouais. jouera pas. Et Cathy Lou Samuelson en a 3-4. Enfin, c'est très peu, et on le répète tout le temps, les playoffs, c'est tellement différent de la saison régulière que je dis pas du tout que le Fever va se prendre un mur et que ça va pas marcher, que Caitlin Clark va pas être forte, que Boston va c'est pas ça, mais c'est une telle. Le déficit d'expérience me paraît quand même difficile à combler, donc peut-être qu'Indiana peut prendre un match sur l'enthousiasme offensif, sauf que tu tombes contre une équipe qui a pas trop peur des équipes qui savent s'enflammer offensivement, qui est expérimentée aussi en défense avec des joueuses de très très haut niveau, et qui en plus cette année, tu le disais juste avant, a cette arme offensive supplémentaire qui lui manquait sur la capacité à se créer un shoot, sur la capacité à driver, à faire mal, qu'est Marina Mabrey, et ça c'est un plus énorme. Je le vois plus comme un plus pour la suite de la compétition, dans l'idée où le Sun irait un peu plus loin, ce qui à mon avis sera le cas, mais c'est déjà un atout là. Donc moi je vois un 2-0, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les pronostics qui ont mis 2-1, ce qui n'est pas impossible, hein. Caitlin Clark est incroyable, et il n'y a pas que Caitlin Clark d'ailleurs. Kelsey Mitchell fait une saison très très impressionnante. Les deux, le backcourt, de toute façon, offensivement, c'est deux pétards ambulants. Sauf que le Sun me paraît quand même armé pour résister à ça. Ouais, dans les quelques points qu'on avait relevés quand on a fait le live jeudi avec Ghislain, mais justement, il y avait cette idée, comme on l'a dit pour Atlanta, dans l'absolu, tu as toujours ce scénario de l'enflammade et tout d'un coup l'adresse indécente qui arrive. Mhm. Et ça, c'est une espèce de scénario sur lequel tu peux pas vraiment compter parce que c'est trop aléatoire et en soi, ça existe toujours, mais ça ne te permet jamais de gagner une série. Ce qu'il y a, c'est qu'ici,
ce scénario-là, il est plus probable sur une équipe comme Indiana que sur des équipes qui n'ont jamais eu vraiment qui n'ont pas de grosses shooteuses ou voilà. Donc, ce scénario quand même d'Indiana qui s'enflamme et tout d'un coup, tu as une Kelsey Mitchell et une Caitlin Clark qui mettent tout de loin, il existe. On l'a vu en fin de saison. Donc le 2-1, il est possible. Après, sur la longueur d'une série, je trouve ça quand même assez compliqué. Connecticut a un peu toutes les armes en fait, défensivement, offensivement. Il y a l'histoire de l'expérience. Moi, je trouve que ça peut jouer dans les deux sens. Et moi, c'est ce qui m'intéresse surtout dans cette série, au-delà du résultat, parce que franchement, si le Connecticut le fait pas, pour moi, ça explose le projet. Enfin, c'est la fenêtre de tir, elle est déjà Ouais. réduite. Tu peux pas te permettre, quand tu es cette équipe-là, avec ces ambitions-là, de sauter sur cette marche-là. Et je te dis même pas ce que ça peut dire de la saison de rookie de Caitlin Clark si le Fever le fait aussi. Ah bah, ça Mais change je tout à pense fait. que c'est un scénario qu'on verra pas. Mais par contre, ça peut donner. Moi, ce que j'attends de voir, c'est justement comment ce jeune groupe va réagir à cette première expérience en playoff. Parce que est-ce qu'elles vont être un peu crispées par l'enjeu, ou au contraire, est-ce que elles vont jouer complètement décomplexées avec l'insouciance de la jeunesse, je vais Ouais. dire. Et d'ailleurs, on se posait un peu la question des scénarios parce que on a vu aussi Connecticut qui parfois était un peu suffisant dans les débuts de match cette saison. Mhm. Et face à cette équipe d'Indiana, je pense que si Connecticut est sérieux dès la première minute, grosse intensité défensive, tu vois un peu comme on a vu en début de saison, Dijon et Carrington, très dur sur Caitlin Clark, ce genre de choses, ça peut être compliqué. Par contre, attention que si tu as un Connecticut qui rentre un petit peu tiède dans ses rencontres et que tu laisses les 2-3 minutes de, de confiance s'installer dans l'équipe, tu sais, tu as 2-3 gros shoots, une salle, même si normalement elle est acquise à la cause du Sun, mais qui peut quand même s'enflammer, on sait bien comment ça va. Attention quand même, tu vois, s'il y a bien une équipe qui peut prendre chaud, dans la définition vraiment de prendre chaud et s'enflammer, c'est le Fever. Après, je pense que Connecticut doit être sérieux, gérer son sujet, et il n'y a pas trop de Et soucis, quoi. pour qu'il y ait exploit, il faut aussi qu'il y ait le minimum syndical en défense pour Indiana. C'est ce qui a rarement été le cas cette année. Ça, c'est un peu le problème, ouais. Surtout que Ouais. les coups de sifflet vont pas être pareils aussi. Normalement, c'est Et ça, ça va être ça, intéressant, ça, Et ça, notamment va autour de falloir Caitlin Clark. Que Voilà. Caitlin Clark s'y habitue parce que déjà comme ça, les coups de sifflet, on sait bien qu'on a vu qu'en WNBA, ça joue quand même régulièrement dur. Et là, c'est les playoffs, on sait comment ça va, c'est toujours ainsi en fait. Et c'est le Sun en playoff, le Sun, Alyssa Thomas en playoff. C'est déjà un bazar en saison régulière, mais Alyssa Thomas en playoff au niveau de l'intensité physique. Et Ouais, c'est je clair. dis elle, mais tu disais à juste titre Dijon Carrington qui fait une super saison et qui est très forte en défense, mais même de Wanna Bonner, enfin Breonna Jones, il y a trop de. Je sais Ouais, pas comment le Fever va défendre sur ces joueuses-là en fait. C'est ce qui me fait dire que même non, si parfois sur des séquences elles peuvent tenir le choc en attaque parce que Clark, parce que Mitchell, parce que même Alia Boston quand même une bonne joueuse aussi. Je les vois pas tenir la distance là-dessus, mais par contre, c'est pour ça que l'objectif, c'est surtout de prendre la température et de prendre un peu l'expérience, de découvrir tout de suite pour Clark et pour les autres ce que c'est les playoffs et leur donner envie de revenir l'année prochaine en se basant sur ce qui aura été fait très bien cette année. Mais bah, voilà, moi, je vois un 2-0 sans trop de stress pour le Sun dans cette série-là. je pense que tu as raison. Moi, j'ai mis 2-1 parce que chaque année, je faisais sortir Iowa en Elite 8 de mon bracket et Caitlin Clark arrivait quand même à aller en finale. Donc je me dis que cette fille a quand même un potentiel Bien de sûr. tourner les choses à son sens. Mais oui, non, dans les faits, le Sun doit assurer ça. Moi, je voyais un scénario avec un premier match où justement Indiana passe un peu à côté, Mhm. un peu dépassé par l'événement, et puis un deuxième match un peu décomplexé en se disant de toute façon on n'a plus rien à perdre et où tout rentre, et puis le Sun qui va clôturer les débats à Indiana. Mais le 2-0 est tout à fait possible. Il y a quand même une vraie grosse différence de niveau collectivement entre les deux équipes. Yes. Prochaine série, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle entre les Minnesota Lynx, deuxième pardon, en saison régulière, et le Phoenix Mercury, septième, équipe Ouais. voilà, dont on avait un peu prédit les difficultés sur la saison, mais qui s'est quand même qualifiée aussi assez logiquement. Euh, c'est une série assez. En fait, à la fois, elle peut sembler équilibrée parce que sur les individualités pures et dures, Phoenix a quand même de quoi avoir un peu d'ambition. T'as Diana Taurasi, Brittany Griner, Kalia Copper qui fait une très belle saison. L'effectif est là, par contre. Donc il y a l'expérience en playoff, contrairement à une équipe comme Indiana. Mais ce qu'on a vu sur toute la saison, ça incite pas à l'optimisme, surtout contre une équipe qui a été aussi forte collectivement que les Lynx,
qui a aussi de l'expérience au niveau avec le coaching, avec Cheryl Reeve, qui a des joueuses qui sont allées déjà loin en playoff comme Kayla McBride. Nafisa Collier commence à avoir un peu de bouteille aussi. Elle sort d'une saison magnifique où elle est clairement au moins dauphine d'Aja Wilson dans la course au MVP. Euh, alors je crois que j'ai mis 2-1 dans mes pronostics parce que j'ai l'impression que sur l'orgueil, sur la qualité individuelle, il peut y avoir quelque chose à Phoenix avec une ambiance un peu irréelle autour d'un possible dernier match de Torazi. Enfin, voilà. C'est dans ce sens-là que j'ai mis 2-1, mais dans les faits, je pense que Minnesota est supérieur au moins collectivement. Mais là, pour le coup, l'avantage de l'expérience, il est côté Phoenix, parce que tu vois la Ouais. petite infographie dont je te parlais tout à l'heure, Mhm. on a Minnesota qui a... Minnesota. Bah oui, Minnesota qui a 130 matchs de playoffs cumulés, donc c'est quand même déjà pas mal, et le Mercury qui en a 203. Donc, Combien pour Torazi toute seule déjà? bah, c'est ça, C'est la c'est question. ça, c'est ça. Ouais, mais malgré tout, Oui, Brittney oui, oui, Griner, elle a bien quasi sûr. fait les playoffs tous les ans depuis qu'elle est là. Tasha Cloud a été championne, Kalea Copper a été championne. MVP des finales en plus qu'elle a Copper, donc Tu vois, voilà. et même Sophie Cunningham a eu un run jusqu'en finale il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. Donc, je pense que c'est une équipe qui peut quand même montrer un meilleur visage en playoff qu'en régulière, ce qui n'est pas souvent le cas. Tu vois, Mm. déjà l'année où elles vont en finale, je pense qu'elles sont cinquième ou sixième de la Ouais, régulière cette année-là. c'était une petite surprise, ouais. C'était un peu particulier, mais parce que pareil sur l'expérience, sur le caractère de ces joueuses aussi, il n'y a pas une seule joueuse qui n'a pas de caractère dans ce 5 majeur en fait. C'est clair. Donc attention. Mais par contre, après, sur le jeu, sur le côté tactique, la masterclass qu'a sorti Cheryl Reeve cette saison, Incroyable. particulièrement contre Phoenix d'ailleurs, hein, sur les oppositions en régulière, si je me trompe pas, Minnesota a sweepé Phoenix en Ouais. fait. Donc, bon, le vrai point pour moi, c'est si Phoenix arrive à appuyer sur Brittney Griner, parce que là, Minnesota a pas vraiment grand monde pour la Mm. défendre. Ouais. Le souci, c'est qu'en fait, Cheryl Reeve, elle a montré dans quasi tous les matchs de régulière qu'elle avait l'arme. C'est-à-dire qu'avec ses intérieurs un peu. Elle joue une espèce de. C'est pas vraiment small ball parce qu'elle a des filles qui ont de la longueur et de l'envergure et tout ça. Ouais. Mais une espèce de five out, là, c'est un peu le mot à la mode, ça, avec un peu toutes ces joueuses à l'extérieur pour obliger Brittney Griner à sortir, en fait. Et ça permet d'avoir des trous dans le dos, entre autres, avec de la vision de filles comme Nafisa Collier ou quoi. Et en fait, ça a juste super bien marché. Et des gens régulières, Cheryl Reeve, elle a déjà ce côté un peu comme en playoff de dire j'ai un play qui marche bien. Ouais. Et en fait, je vais te le mettre 25 fois. Et tant que t'as rien trouvé, je vais te le mettre 25 fois. Et c'est chiant à regarder, mais c'est pas grave. Je vais te faire la même action 25 fois jusqu'à ce que tu trouves une solution. Et donc, en playoff, ça peut juste se passer comme ça. Et je pense que moi, j'ai mis 2-0 en fait. Parce que. Mm. Et pourtant, Phoenix a eu beaucoup de blessures aussi. Donc, il y a plein de choses autour de ça. Mais ça a été confirmé que Beck Allen Ouais, elle serait pas là pour toute la serait post-saison, ouais. pas là. On s'en doutait un peu. Donc moi déjà dans la preview, j'étais parti du principe qu'elle jouerait pas, mais ça a été confirmé ce matin. Il y a un tweet qui disait qu'elle allait être opérée, donc voilà, elle serait pas là en playoff. Et le problème, c'est que sans Beck Allen, t'as aussi un gros problème pour essayer de défendre Nafisa Collier. Il y a personne. C'est Mais déjà compliqué de défendre Nafisa Collier, mais là, elle risque de se régaler quand même. ouais, t'as personne qui a vraiment le bon compromis taille mobilité pour le faire. Et Nafisa Collier est une des deux meilleures joueuses sans contestation de cette saison. Donc ouais, non, je vois pas Phoenix se sortir de ça. Je peux espérer un 2-1 pour le spectacle et Ouais. pour donner un dernier match de playoff au public du Mercury aussi. Mm. Mais moi, je vois un 2-0 Minnesota. Ouais, moi j'ai mis 2-1 parce que c'est vrai que quand je regarde l'effectif, je peux pas croire que sur un match, elles vont pas réussir à se mobiliser. Tu sais que là, en regardant l'effectif, j'ai même pas cité Tasha Cloud tout à l'heure qui fait quand même une belle saison aussi, qui est une joueuse, toujours une des joueuses les plus sous-cotées de la ligue et était bien placée pour le savoir, pour l'avoir eu comme point guard à Washington pendant des années. J'ai l'impression qu'il y a un moment où au moins sur un match où ça va cliquer suffisamment pour au moins qu'elle prenne un match. Et puis la question, à la limite, l'interrogation pour Minnesota, c'est que toute la saison, la profondeur de l'effectif a été hyper impressionnante. Elles ont réussi à collectivement être interchangeables, à toujours performer là-dessus, avec Nafisa Collier au-dessus, qui était l'individualité qui sublimait tout ça, mais plus Kayla McBride quand même aussi. En playoff, où là, les rotations sont un peu plus serrées, j'ai envie de voir justement si ça va faire une différence, changer quelque chose pour Minnesota.
Mais avec le Mais c- niveau affiché depuis le début de la saison, collectivement, en fait, défensivement, en fait, ce qui est fort, c'est que je pense que Cheryl Reeve, elle est capable de tourner avec une rotation à 7-8 joueuses, mm. mais que par contre, ce soit pas les mêmes d'un match à l'autre suivant les besoins. Ouais. Et que dans son effectif, elle a des joueuses avec des profils très différents. Tu vois, par exemple, un match comme celui-ci, je pense que déjà de façon globale, je pense que des playoffs, on risque de pas voir une fille comme Alicia Pili, par exemple. Mm. Mais je serais pas étonné que dans une autre opposition, elle ait quand même un moment 5 minutes. Sur cette série-ci, je le vois moins. Par contre, sur cette série-ci, je vois bien Olivier et Poupa avoir des missions sur Tasha Cloud, par exemple, ou des Ouais. trucs comme ça. Et je pense que Phoenix, qui a parfois du mal à avoir une attaque un peu léchée, enfin, tu vois, c'est un jeu un peu direct, il y a beaucoup d'un Ah oui, contre un, il y a c'est pas très beaucoup, fluide, ouais. tu vois. Ouais. Et t'es face à une des, pour moi, deux meilleures défenses de la ligue, et sans doute la meilleure défense collectivement. Je trouve qu'après, t'as le Sun, t'as Seattle qui sont des grosses Mm. équipes défensives, mais la défense collective de Minnesota, c'est de l'art en fait. Et, euh, et donc je pense qu'une clé aussi, c'est tu vas mettre Kayla McBride, Olivier Poupa, Courtney Williams en défense complète sur Tasha Cloud. Et si en plus tu retires un peu le rayonnement de Tasha Cloud qui arrive à plus ou moins donner du liant à cette équipe-là, tu vas juste avoir de l'ISO et du 1 contre 1. Et bon, ok, ça va mettre un peu de panier sur le talent, mais là, ça va vite vraiment coincer, quoi. Et tu fais bien de rappeler qu'il y aura Olivia et Poupa, ce qui n'était pas du tout garanti il y a quelques jours, parce qu'Olivia a re-signé avec Minnesota après avoir été tradée à Washington, puis coupée, puis, elle est partie en vacances sans savoir si elle allait rejouer en WNBA, elle gardait ça un peu dans un coin de la tête. Tu Et penses qu'elle le savait pas? je pense que c'était pas sûr encore. Quand, Ah ouais. Moi, je me ouais. demande si la franchise n'avait pas déjà dans l'idée de éventuellement faire ça. Parce que en termes de timing, ça leur permettait de libérer un espace d'un point de vue Alors, contrat garanti et tout je ça. pense que la franchise en avait parlé, mais sauf qu'il n'y avait pas, il y avait pas de garantie, quoi. Ça aurait pu être Ouais, une autre sans doute joueuse. qu'ils lui avaient pas donné de Voilà. garantie pour pas. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à la base, elle était censée, comme je lui ai parlé pour une interview il y a quelques jours, Ouais, c'était, ouais, ouais, j'ai c'est vraiment pour ça bien que aimé c'est pour ça l'expérience. que je te demande, parce que je sais bien que tu Je lui as pense qu'elle parlé il y a savait pas pas. longtemps. Je pense qu'elle savait pas parce que la manière dont elle disait qu'elle avait vraiment besoin d'un break, qu'elle verrait pour la suite, je pense qu'il y avait la possibilité parce elle avait failli signer à Tarbes aussi. Mm. Euh, Ça aurait été impossible de jouer à Tarbes et en WNBA. Enfin, ça aurait été compliqué de faire les deux. Je pense elle savait qu'il y avait l'option sur la table, mais elle sait aussi d'expérience que tant que c'est pas signé, tu peux C'est pas ça. t'engager et te dire c'est bon, j'y retourne. Elle espérait vraiment que ça se passe par contre, parce qu'elle a adoré l'expérience. Et c'est super qu'elle y revienne, je trouve. Je sais pas quel temps de jeu elle aura, mais là où elle avait donné satisfaction, c'était même sur des séquences de 5-10 minutes. En défense, elle avait été très très appréciée et son expérience aussi va beaucoup compter pour Ouais, Minnesota. moi je pense que c'est un rôle comme ça qu'elle peut avoir. Peut-être que pendant deux matchs, elle va pas jouer, et puis Hmm. sur un match, elle va avoir une mission défensive sur un run de 5-10 minutes. Et, et on sait bien que c'est comme ça que ça va maintenant. On le répète souvent avec Gis. Dans le basket de 2024, avec le spacing qu'il y a, tu peux pas avoir de la défense de fer de la première à la dernière minute, comme tu avais dans les années fin 90-2000, quoi. Hmm. Ça existe plus, ça. Par contre, les grosses équipes défensives, c'est celles qui sont capables de mettre un stop à un moment sur une séquence et de vraiment verrouiller le jeu. Et là, tu as fait le gap, tu as mis les plus 15 et l'autre équipe revient jamais. Et dans ce genre d'optique, une joueuse comme Olivia Poupa, elle peut être parfaite pour un moment sortir un 5 défensif de l'enfer, en fait. Et elle a une expérience contre certaines des joueuses en plus. Enfin, elle les connaît bien. Torazi, elle l'a affronté un paquet de fois en Europe. Britney Griner aussi. Voilà. Enfin, elle les connaît. Et je pense que l'expérience au sein du groupe, voilà, elle fera du bien. Et on est très content de la revoir parce que son passage de 15 matchs avait été très apprécié. Et les Lynx Ouais. l'avaient un peu tradé à regret parce que voilà, le move était nécessaire pour renforcer l'effectif, mais c'était un peu à regret qu'il l'avait envoyé à Mhm. Washington. Donc c'est très bien qu'elle revienne, ça fera deux Françaises pour les playoffs. On parlera de l'autre juste après, à mon avis. Et Ouais. donc pour le pronostic, Flo, tu me disais, toi, tu vois plutôt 2-0. Ouais, 2-0. D'accord. 2-0, 2-0. Moi, je vais dire 2-1. Je vais dire 2-1 parce que j'aime bien qu'on ait aussi le droit à trois matchs. Moi, plus on a de matchs en playoff WNBA, plus ça me va. C'est un peu l'inverse, j'ai toujours NBA. Les séries des premiers tours, j'aime bien qu'on s'expédie rapidement parce que, enfin, sauf si évidemment il y a un vrai suspense et une vraie incertitude entre les équipes. Mais bon, là, quand c'est deux équipes avec un niveau très très différent, là Minnesota Phoenix, moi je veux bien prendre trois matchs sans aucun Mais, souci. mais je trouve pour ça que le côté d'avoir des séries de plus en plus longues en avançant, la NBA le fera jamais parce qu'il y a des matchs Hmm. à vendre aux annonceurs, mais je trouve ça intéressant. Oui.
Tu vois, et moi j'aime bien déjà qu'on soit passé en série sur le premier tour, c'est cool. Ah oui, c'est Mais, mieux. mais j'adorerais par exemple que dans un futur assez proche, on passe en 3 matchs le premier tour, en 5 les demi et en En 7 les 7 pour finales. la fin, Je trouve que tu vois, plus t'avances, plus normalement le niveau doit être entre guillemets plus élevé, et ouais. donc plus tu allonges les séries. Je trouve que ça a du sens de faire ça. Mais comme au snooker pour ceux qui suivent des sports un peu mineurs et anecdotiques. Écoute, on va suggérer l'idée à Cathy Engelbert, hein, peut-être voilà, pour l'évolution prochaine, les prochaines évolutions de la Ligue. On leur soufflera ton idée, Flo. Je disais qu'il y avait une deuxième Française qui Ouais. participera à ces playoffs avec un rôle encore plus important, même bien plus important a priori que celui qu'aura Olivia Epupa à Minnesota. Gabby Williams et le Seattle Storm seront opposés au Las Vegas Aces, double championne en titre, surprenante quatrième de saison régulière. Le Storm a fini cinquième et c'est la série la plus, je trouve, hein, la plus alléchante sur le papier parce que même si les Aces sont grandissimes favorites, il y a quand même de l'opposition et du répondant en face et je pense que je sais pas si c'est la plus ouverte, mais en termes de star power et d'expérience et tout ça, moi c'est celle qui m'intrigue le plus. Ouais, bah écoute, je reprends ma petite infographie. Ouais. Bizarrement, en fait, en termes d'expérience, si tu regardes le nombre de matchs de playoffs joués, Seattle n'est que sixième avec 128 matchs. Ah ouais. Mais parce qu'en fait, je pense que l'expérience, elle est contenue dans pas tant de joueuses. En fait, t'as une joueuse très forte comme Skylar Diggins-Smith, mais qui a. Est-ce qu'elle a déjà joué en playoff, en fait, Skylar? Ah bah oui, elle était en finale avec Phoenix contre Chicago. Oui, mais c'est. Non, elle était pas là, Stan. Si, elle était là, Stan. Ah Si oui, si, elle oui. était là. Mais c'est sa seule saison, en fait, en playoff. Avec Sinon, Dallas, avant ça, elle était avec Dallas. c'est Ou très. elle, ou elle a peut-être fait, ou elle a peut-être fait un match en 2018. Je suis en train de me poser la question, ça me paraît très fou vu le niveau de la joueuse, mais t'as peut-être raison en fait. C'est ça qui Non, est. mais elle a fait son début de carrière dans des équipes dramatiques, Ouais. hein, Skylar. C'est surtout Je ça le regarde en truc. direct pendant qu'on se pose la question, mais playoffs, Mais toujours est-il qu'elle en a pas, elle voilà, en a pas donc des kilos. Après, elle a de elle a l'expérience, hein, fait, Skylar. Mais elle a joué deux matchs avec Dallas, un en 2017, un en 2018, donc à chaque fois sorti au premier tour quand c'était encore le format barrage élimination ouais. directe. Oui, et Deux, puis c'était l'époque ouais, où elle était avec Liz c'est Campbell, c'est ça, vrai. deux avec Phoenix sur sa première saison en 2020 dans la bulle, Mhm. et 11 l'année où elles vont en finale contre C'est Chicago. ça, Voilà. Donc c'est ça. voilà, Donc il expérience commence à y relative, avoir de mais l'expérience quand même. 15 Ouais. matchs de playoff pour une joueuse de ce niveau-là, qui est l'une des meilleures meneuses actuelles et sur le talent de sa génération, c'est vrai que ça fait peu, t'as raison. J'aurais pas misé dessus, tu vois, instinctivement j'aurais Ouais. dit 40-50, quoi. Mais non, mais merci Tulsa et merci Dallas, quoi. C'était- bon, après, t'as évidemment Jewel Lloyd, Neka Ogwumike, mais après, tu regardes le reste de l'effectif. Hmm. T'as pas spécialement une expérience folle dans le groupe. Sammy Whitcomb quand même. Enfin, Ouais. si ça va, mais moins que ce qu'on pourrait penser. Là où, euh, là où Vegas est largement la première équipe avec le plus de matchs de playoff, avec 273 matchs de playoff cumulés sur, Ah ouais, bah oui. l'effectif. Donc, Bah oui, tu prends Chelsea Gray en a joué un paquet, Ja Wilson commence à en avoir joué un paquet, parce qu'elle les a elle les a toujours joués quasiment, et puis sur des campagnes assez longues. Kelsey Plum, voilà, elles sont là depuis longtemps. T'as Alicia Clark qui est dedans, ça ça fait, commence ça à fait faire du quand monde. même. Ça fait plus de 20 matchs de moyenne par joueuse sur le roster, Ouais. hein. Et puis il y a joué des matchs de playoff et jouer des matchs importants de playoff, jouer des finales et tout ça, ça c'est pareil. Les ici, ont cette expérience-là. Bon, après, c'est logique, c'est un groupe qui sort d'un back-to-back, donc voilà. Mais sur la série en tant que telle, du coup, effectivement, il y a deux équipes qui, en début de saison, visaient le titre, en fait, hein. Mhm. En gros, est-ce qu'on peut dire que les deux équipes ont chacune été décevantes à leur façon sur la régulière? Un peu parce que je pense Euh, qu'on imaginait par exemple Seattle finir devant Minnesota. Enfin, Minnesota était une surprise, une agréable surprise, on les voyait un petit peu plus bas. Mais je sais pas si c'est une moi, vraie si, déception. Pour Seattle, c'est moins une déception, entre guillemets, parce que c'est un nouveau groupe qu'il faut le temps quand même que les choses prennent, même si c'est des joueuses d'expérience. Sur Neka, Skylar, voilà, le groupe a quand même beaucoup changé et est passé d'une saison en semi-tanking à tout de suite de l'ambition et un roster renouvelé. Donc c'est qu'une semi-déception, je pense. ouais, mais moi, en fait, Seattle, c'est des déceptions relatives, hein, Ouais. bon, voilà. Mais je veux dire, Vegas, c'est un peu une déception avec le début de saison et du fait de Oui, quand n'arriver même. que quatrième au final. Ouais. Et Seattle, plus qu'au niveau du bilan et du résultat, c'est plus une déception un peu dans le jeu, je trouve. Oui. Parce que, en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte défensivement. Mhm.
mais je pensais quand même que ça tournerait mieux que ça en attaque, quoi. Et moi, c'est ça qui me fait peur dans cette série-ci, c'est que Le coaching, c'est la différence ouais, entre les deux. voilà. Il y a un monde entre les deux coachs, quoi. Ouais. Je veux dire, après la série, justement, Cheryl Reeve, Nate Tibbetts, dont on a parlé juste avant, où il y a une différence d'expérience énorme, ici, je pense que Becky Hammon, elle peut manger tout cru Noel Quinn, quoi. Gis nous dit souvent que Noël Quinn, alors c'est pas que c'est une mauvaise coach, mais c'est plus une coach copine, amie des joueuses qui va aller dans leur sens et qui est moins dans le coaching pur et dur. En tout cas, pour Mais l'instant, elle l'a pas vraiment démontré. Là où Becky Hammon est capable de prendre je des pense, décisions. je pense que c'est une coach qui prépare bien ses matchs. Mhm. Mais par contre, d'adaptation et de ce genre de choses en cours de série ou quoi, ça me fait peur parce qu'elle a une des maîtres en la matière en face d'elle, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour développer des. Je pense avec les jeunes, elle est plutôt bien. On l'avait vu sur la saison dernière. Il y a des joueuses qui se sont plutôt révélées, mais c'est sûr que sur de l'opposition tactique pure et dure, j'ai un peu peur pour le Storm. Et ce Mhm. qui me fait le plus peur, et on n'en a pas encore parlé, mais c'est l'absence d'Ezzy McBegor, qui sera absente au game 1, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est à moins qu'il y ait T'as eu eu des une nouvelles. confirmation de ça? On se Oui, demandait parce qu'elle est en commotion. elle n'était pas en out. Il me semblait avoir vu out pour le premier match. Je vais regarder encore en direct, mais dans tous les cas, le fait qu'elle soit diminuée alors que c'est une aspirante au titre de meilleure défenseuse de la saison, c'est pas une très Ça, bonne c'est un nouvelle. vrai problème. C'est un problème parce que Non, parce que si tu veux arrêter Vegas ou bah, parce limiter Vegas, il te faut Ezzy McBegor, sinon je vois pas. ouais, Ouais, on si vient elle de est dire en out. début de, elle est out. Elle est out. Alors là, ça va être Les un Pierre du gros Storm qui souci disent, effectivement. attends, je te confirme ça, concussion et elle est out. Il y a marqué out, ouais. C'est ça. C'est un gros coup Ouais, dur. là, ça devient un vrai problème parce que ça veut dire que Eja Wilson va t'en coller 35 dans Hein. la bouche. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui peut ne pas être dramatique parce que on sait que la meilleure version des Aces, c'est pas avec Aja qui met 44 points. Mais c'était un des motifs d'espoir, c'était d'avoir une joueuse comme Ezzy à côté de Neka pour protéger un peu le cercle et essayer de les limiter. Là, ça va être quand même très très difficile, hein, je trouve. Ouais. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire du coup pour Seattle parce que est-ce que tu te dis tant pis, bon, il y a Mercedes Russell qui va dessus, qui fait ce qu'elle peut et tant pis si elle jette en col 30, mais par contre tu défends le plomb sur tout le reste de l'équipe pour être sûr que les autres ne mettent pas leurs points. Ouais. Ce qui vu comment elles ont parfois été un peu empruntées à certains moments de la saison, ça peut peut-être être une solution. Par contre, t'as aussi le risque, c'est qu'à un moment, Eja commence vraiment à trop t'en mettre et que tu commences à doubler. Et alors là, les shoots peuvent pleuvoir. Parce que Eja, quand même, ça a jamais été sa qualité première, mais elle a quand même vachement progressé sur un peu sa vision du jeu. Elle fait Mm. quand même un peu plus de passes. Et donc, si pour un peu que le ballon commence à ressortir bien, attention. Hein, ouais. Ah ouais, non, sans McBegor, ça devient vachement Du coup, c'est compliqué. quoi? C'est Mercedes Russell qui sera à Je suppose, intégrer ou hein, est-ce qu'ils vont tenter autre chose? Je sais pas. je sais pas. Après, sur Aja, je pense qu'ils vont envoyer, il y aura différentes options. Ils vont mettre même des joueuses qui sont plus petites, mais ça va envoyer Gabi, ça va Bah, envoyer tu peux envoyer Neka. Le problème, Neka. c'est que Neka, elle fait tellement de bien à ton attaque à Seattle avec les deux arrières qui Mm. parfois se marchent dessus, qui sont pas toujours dedans. Enfin, c'est un peu bizarre, Seattle. Neka, ça a été un peu la meilleure joueuse cette saison, qui est vraiment celle qui a mis du liant dans l'effectif, qui a fait un peu toutes les tâches de Mm. l'ombre aussi. Si tu la fatigues à devoir défendre 20-25 minutes sur Eja Wilson, qu'est-ce qu'elle va pouvoir t'amener en attaque, quoi. C'est C'est un ça. peu ça le souci. Donc, Non, mais ouais. ils vont envoyer différentes joueuses. Peut-être là, ces derniers temps, Joyner Holmes a rejoué un peu plus du coup, mais c'est pas déjà enfin Bah, qui peut vraiment limiter Aja Wilson déjà en WNBA, donc ça va être est-ce collectif. que c'est une joueuse qui peut t'apporter dans une série de Je suis pas playoffs sûr. à ce niveau-là? C'est compliqué, quoi. Je suis pas sûr. Donc, non, moi je trouve que sur le papier c'est la plus serrée, mais je suis pas du tout sûr que ce soit celle qui accouche du scénario Non. le plus serré que ça, en fait. Hein. Non, mais parce que Surtout, l'absence d'Ezzy fait ouais, quand même beaucoup de choses. surtout Parce que avec l'absence des. avec Ezzy qui a un niveau défensif énorme Et offensive d'ailleurs cette année. et elle a beaucoup progressé aussi, tu peux te dire que voilà, si les Aces sont plus sur leur version de début de saison avec quelques irrégularités dans le jeu, moins de fluidité, il faut le dire quand même, les Aces vont beaucoup beaucoup mieux depuis le retour des Ouais, JO. ouais, Hein. ouais. Là, elles sont en train d'arriver à leur forme au meilleur moment en fait, je pense. Donc c'est pour ça que je crois que dans mon pronostic j'ai mis 2-0. Hein. Je dis que ça peut être serré, mais je vois quand même un 2-0. Euh,
Pour moi, le seul moyen, c'est si ça redéconne à Las Vegas, en fait, tout simplement. Si elles ont à nouveau du mal à s'exprimer, les autres, à part Asia, tu vois, il y a un moment dans la saison où Chelsea Gray avait du mal, où Kelsey Plum avait du mal, Jackie Young était un peu moins bien. Si pour X raison, elles reviennent sur ce format-là, là, je me dis que Seattle a un coup à jouer, mais sinon ça va quand même être difficile. Mais ouais, moi je vois un 2-0, mais avec deux matchs serrés, mais je vois Mhm. 2-0 quand même, tu vois. Ouais, Alors que je suis capable de voir un 2-1 sur le Indiana Connecticut, mais limite ouais. avec des blowouts en fait, Mm. de part et d'autre. Ce qui est assez particulier, mais ouais, très honnêtement, je pense que Vegas va assurer le coup. La dynamique de fin de saison a un côté rassurant. Et oui, l'absence d'Izzy McBegor va faire très très mal. Il faut quand même vraiment espérer qu'elle soit de retour au Game 2. Bah, c'est concussion, donc c'est un choc. Peut-être que le C'est game 2 c'est le protocole, c'est le protocole protocole commotion, ouais. commotion. Donc ça dépend vraiment, c'est ce qu'on Mm. discutait avec Ghislain jeudi, ça dépend vraiment comment elle réagit aux examens et ouais, à tout ça. Ouais. Donc Et est-ce que Jewel Lloyd sera à 100% aussi? C'est ça la question, parce qu'elle sera ouais, logiquement apte, mais elle a été économisée sur la fin. Mais ouais, je pense que pour le coup, sa blessure, c'était un peu. Ouais, la place était quasi assurée. De toute façon, elle pouvait mm, plus descendre sixième, donc je pense qu'il y a eu un peu de blessure diplomatique histoire de lui donner un peu de repos. J'ai l'impression que ça peut aller. Moi, ce que j'espère, c'est voir, mais on l'a pas beaucoup vu de la saison, mais c'est justement Nika? voir une Jewel Lloyd. Ouais, ça, j'y crois pas. Ok. Enfin, et ce serait pas lui rendre service. Si la première fois tu lui donnes un vrai rôle, c'est dans un match de playoff, franchement, non, il fallait lui donner du temps de jeu de la Elle, sera saison. Là, elle c'est sera- trop elle tard. sera prête. Elle sera prête mentalement, Nika. Ah, mais ça, Maintenant. je lui fais confiance, mais bon, ce serait vraiment pas lui rendre service. Mm. Mais c'est juste de voir une Jewel Lloyd qui joue plus sans ballon. euh, ouais, de vraiment l'avoir joué comme une poste 2 et ou alors vraiment comme on l'a dit pour New York, essayer de varier, d'avoir le moins souvent possible Skylar et Jewel Lloyd en même temps sur le terrain Ouais. pour garder toujours leur pression offensive et d'avoir je sais pas, une Sammy Whitcomb par exemple qui vient tourner avec dans la rotation. Dans l'idéal, tu aurais très bien pu faire ça avec Nika Mule qui aurait été parfaite avec son côté off-ball et shooting. Mais bon, encore une fois, je vois mal ça arriver alors qu'on l'a pas vu toute la saison, quoi. Ouais. Bah, j'aimerais voir Seattle bousculer un peu Vegas quand même. Mhm. Je pense que Vegas sortira vainqueur dans tous les cas, mais avec pareil le talent qu'il y a sur cette équipe, dans cette équipe, l'expérience de certaines joueuses, je me dis que ça peut pas être une élimination pure et simple sur deux raclées. Enfin, ça mérite pas ça. Mhm. Il faudrait que ce soit au moins un peu serré. Enfin, j'aimerais bien. Surtout qu'on va quand même répéter que même si Vegas va beaucoup mieux, ils ont trouvé des Mm. solutions. Jackie Young est très bonne pour le moment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont quand même nettement mieux que ce qu'on a vu en début de saison pour Vegas. C'est quand même pas non plus le Vegas dominant, en tout cas jusqu'à présent, de l'année passée ou de l'année Clairement. précédente, quoi. Donc, tu es à la place de Seattle, t'as pas ce côté peut-être ultra flippant de te dire purée, on joue Vegas qui a perdu seulement 5 ou 6 matchs cette saison ou quoi. Il y a un peu le côté bête blessée Mm. que tu peux espérer achever. Mais attention, je pense que la bête elle est pas si blessée que ça C'est et que, là. en tout cas, c'est pas à ce tour-ci qu'on risque de voir les limites de Vegas pour C'est moi. là qu'on va voir s'il y a le fameux bouton, le switch pour passer en mode playoff pour Vegas ou pas. Ouais. Il y a quand même des joueuses qui ont l'air taillées pour ça. Enfin, Chelsea Gray, c'est une joueuse de playoff. Même les autres, je me dis, c'est, Moi, c'est- c'est toujours un truc auquel je crois peu, mais, ouais, euh, je mais, sais. mais par contre, je crois en la dynamique de fin de saison. Je crois plus en ça Ouais. que ce switch, tu vois. C'est pour ça que je crois pas à un switch de tant que ça de Phoenix. Hmm. Mais par contre, la dynamique de fin de saison de Vegas, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut se poursuivre en playoff. Et ouais, moi je dirais 2-0 Vegas. Je vais dire 2-0 Vegas aussi, en espérant une série en 3 matchs aussi, parce que plus il y a de matchs, plus on rit. Voilà. Et là, pour le coup, celui-là, on l'a pas dit, mais il est à 4 heures du matin. Ouais, Donc, il y a dans la nuit de dimanche à lundi, à 4h30 du matin, c'est ça, on est d'accord. Bon, là, c'est plus 4 heures. Moi, j'ai 4 4 heures heures. 4 heures, Ouais, d'accord. 4 heures, ouais. Bon, c'est plus pour les leftos, couche-tard. Ouais, c'est ça. Voilà. On essaiera d'être devant quand même. Euh, voilà pour ces affiches du premier tour des playoffs, Flo. De toute façon, on discutera ensemble des premiers enseignements de ce premier tour. D'ici là, portez-vous tous bien et à très vite. Et bon début de playoff. À bientôt. Ciao.